Neo Felis, Nebulosa. Neo Felis, Nebulosa. Quel est pour vous le sens de la vie ? Votre question est tellement large, c'est vraiment difficile d'y répondre. D'abord, la réponse n'a pas forcément un lien avec le fait de voyager beaucoup. Simplement, le fait de voyager beaucoup, d'abord j'en avais envie quand j'avais 20 ans, donc j'ai essayé de faire en sorte de le transformer en métier. Et le fait de voyager beaucoup donne beaucoup de sens. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Ce qui donne du sens, c'est les éléments de comparaison. Parce que, en fait, grâce à ça, on acquiert le sens de la dérision, dans l'espace comme dans le temps. Et le fait de voyager, on s'enrichit énormément, grâce à la différence. La différence que les autres nous apportent constamment. Et ça contribue à donner un certain sens, sous plusieurs formes peut-être, à la fois personnelle et intellectuelle ou politique. Sur le plan personnel, d'abord parce que ça me nourrit, ça me passionne, et donc ça donne du sens, ça donne du plaisir, et donc ça peut donner du sens. Ensuite, ça nourrit la réflexion, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une certaine vision du monde, une vision quantitative et puis peu à peu qualitative, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'il faudrait et qu'est-ce qu'on veut, et donc ça donne du sens parce que ça structure la pensée, ça structure le vouloir, la volition, la volonté éventuellement, et donc ça peut structurer aussi l'action. Donc il y a une part du sens de la vie qui est faite à l'action qu'on donne à cette vie et qui lui donne ou non du sens. Donc sur ces trois points de vue-là, trois aspects-là, le ressenti et l'émotion, la construction intellectuelle et l'action, ça contribue à donner un sens de la vie et le voyage y aide. Et vous avez le sentiment que ce sens, il a bougé par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés tant que jeune ? Bien sûr que oui, parce qu'évidemment, en 40 ans ou en 30 ans d'activité professionnelle, de voyage, d'erreurs, de découvertes, bien sûr qu'on change. Et en même temps, les idées qui étaient les miennes à 20 ans, en gros, j'ai à peu près les mêmes aujourd'hui. Et je ne savais pas à 20 ans que j'aurais les mêmes. Je savais d'autant moins qu'à 20 ans, je me disais, les choses qui commençaient à m'intéresser très nettement, par exemple, j'étais absolument scandalisé par le fait qu'il y ait 2 ou 3 personnes sur 10 dans le monde qui n'aient pas suffisamment à manger. Moi, ça me choquait énormément. Je vois que 40 ans après, on est encore à 800 millions sur 6 milliards d'habitants de gens qui ont tous les jours des difficultés à manger. Ça me scandalise exactement autant. Le sens de la justice aussi, de la justice, est plus fort chez moi aujourd'hui qu'à 20 ans. Je l'avais déjà, je le ressentais, mais là c'était de l'ordre du réflexe. Vous dire d'où vient le réflexe, je ne sais pas. Peut-être un peu de l'éducation, un peu des parents, mais c'était réflexe. Aujourd'hui c'est beaucoup plus fort. Parce que je sais très bien que la globalisation, l'abaissement des barrières douanières depuis en gros les années 90 a créé de la richesse par le commerce, mais il y a plus de richesse, il y a plus d'inégalités entre les pays, à l'intérieur des pays, entre les gens. Ça me préoccupe exactement autant que lorsque j'avais 20 ans. Troisième exemple, sur la bonne gouvernance, sur l'absence de corruption, puisque vous m'avez placé le terrain à l'échelle mondiale. Sur l'intégrité, je suis beaucoup plus rigoureux que quand j'avais 20 ans. Parce que je mesure mieux à quel point il est possible d'avancer vite, bien, ou en tout cas bien, dans une totale intégrité. Le fait d'avoir beaucoup voyagé aussi renforce la notion de fragilité de la démocratie, c'est-à-dire la fragilité de la construction du débat, etc. Je l'ai plus aujourd'hui qu'à 20 ans, parce que je n'avais pas cette expérience. Mais en gros, je ressens des analogies. Il doit y avoir bien des différences, bien des petites trahisons, c'est bien possible. Mais je ressens à peu près les mêmes idées. Et pour vous, est-ce que c'est une question importante à se poser ? Ce qui motive en fait nos actions ? Est-ce que vous pensez que c'est une chose qu'on doit... Mais je vois pas, la question n'est pas de savoir si c'est important ou pas. Il suffit de faire le constat qu'on se la pose tous, tout le temps.
Simplement, on ne se la pose pas toujours sous cette forme-là exactement. Mais, la recherche constante, quasiment pulsionnelle, de la reproduction, du savoir, de la découverte, de l'argent, de la spiritualité, tout ça, chacun à notre niveau, fait qu'on se pose, à mon avis, tous les jours, d'une façon ou d'une autre, le sens de la vie. Et puis j'oublie un élément très important qui donne du sens de la vie, c'est la mort. Et plus on avance dans la vie, plus on est face à la mort, à cause de la durée et puis à cause de la mort des autres. Ça contribue aussi à alimenter le sens de la vie. Donc oui, moi je trouve que c'est une question importante à se poser, mais attention, c'est aussi parfois une prise de tête épouvantable dont on peut très bien se passer. Moi je n'ai pas de jugement de valeur sur les gens qui ne se posent pas la question et qui sont plus légers, plus gais, et vraiment tant mieux pour eux. Pas de jugement de valeur. Mais oui, moi c'est une question que je me pose, mais pas comme le personnage de Rodin en me disant quel est le sens de la vie. Non, il y a une espèce de construction générale. Pour moi, j'ai des éléments de réponse en marchant seul, par exemple, ou dans le silence, ou dans la nature, dans l'isolement. J'ai fait beaucoup de voyages où j'étais très isolé volontairement. Voilà, mais c'est pas une obligation. J'en viens à ma deuxième question, plus pragmatique. De combien estimez-vous avoir besoin par mois pour vivre décemment? Voilà, ça c'est pour vivre décemment, de toute façon c'est pas avec le revenu minimum qu'on peut, je pense que ça c'est clair, surtout plus de où on est, dans quel quartier on est, si on est à Paris, si on est en province. De toute façon, je pense que on est loin même dans les gens qui travaillent beaucoup, sont loin d'avoir de quoi, parce que beaucoup de personnes ne peuvent même pas payer leur loyer. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent régulièrement tous les jours, qui pourtant n'ont même pas de loyer, qui vivent dans des caravanes. Et vous, dans votre situation à vous, à combien est-ce que vous estimez vos besoins? Dans ma situation à moi, c'est compliqué, ça dépend ça c'est très difficile parce que ça dépend des périodes, mais je pense qu'on n'arrive jamais de toute façon par rapport, déjà rien que le loyer, ça fait partie d'une grande partie du budget, quoi, le loyer, l'électricité, tout ça, donc ça serait large. Puis après, si on compte tous les plaisirs qu'on pourrait se faire et qu'on ne peut pas se faire, qu'on se refuse tout simplement. Oui, c'est exactement la culture ça. Et tout ça qu'on ne peut pas s'offrir malheureusement, parce que c'est trop cher. Même si on dit c'est pas cher, puis c'est toujours pour les moins de 25 ans, c'est toujours pour les moins... Donc, les tarifs à 10 €, c'est bien pour les moins de 25 ans. Après, Mais vous, si vous deviez, justement, je reviens à ma question, pour mener ce que vous entendez par vie décente, en vivant, là actuellement vous vivez à Paris. Oui, donc par vie décente, il faudrait, pour pouvoir bien vivre, je dirais, il faudrait 4 000 € par mois. Ce serait l'idéal, parce que bon, on pourrait manger sain. Déjà, c'est pas toujours facile quand on a les revenus qu'on a, enfin, parce que souvent, ça varie souvent. Les loyers, déjà, il y a toute une partie qui parle là-dedans. On prend un café tout de suite... pour vivre une vie, c'est-à-dire sociale, quoi, déjà pour avoir une vie sociale, parce que bon, bien sûr, quand on a une vie sociale, il faut sortir. C'est-à-dire qu'on sort dans un café, on dépense déjà... Enfin, c'est très dur, c'est très dur si on veut. Donc oui, il faudrait 3 500 à 4 000 €, quoi. Mais ça, c'est avant de les trouver, ça, c'est loin d'être le cas. Je pense que mais ce serait l'idéal. Et actuellement, sans indiscrétion, vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire, avant d'être propriétaire, ce serait... Et vous payez combien pour quelle surface? Là, je paye 500 € pour 15 mètres carrés, alors qu'à Marseille, j'étais avant à Marseille, et c'était le même prix pour 50. Donc ça change en fonction des villes où on se trouve, de tout. Et vous trouvez ça excessif? C'est énorme. C'est énorme, parce que 15 mètres carrés, c'est vraiment... faut pouvoir vivre dans 15 mètres carrés. Surtout quand l'immeuble est vraiment le minimum, qu'on a un mur complètement défraîchi. Donc c'est pas... Mais bon, c'est mieux que rien, parce qu'à Paris, il y a encore pire. Donc on se dit qu'il y a toujours pire que nous. Et vous me parliez, donc vous disiez, vous estimiez vos besoins pour mener une vie décente à 4 000 €. Oui, vous ne gagnez pas à l'heure d'aujourd'hui 4 000 €. Que non. Est-ce que vous pensez malgré tout qu'il est important de s'auto-limiter? C'est-à-dire qu'on se fixe une fourchette, par exemple, on se dit avec tant d'argent je pourrais faire ce dont j'ai envie. Malgré tout, est-ce que c'est important d'évaluer ses besoins, de s'auto-limiter? Je peux faire ça, j'ai envie de faire ça, je pourrais peut-être plus, mais non, c'est pas forcément la peine. Peut-être que là, je tombe dans quelque chose de superflu ou dans une espèce de surenchère. C'est clair qu'après, oui, il ne faut pas non plus tomber dans autre chose. Mais je pense que c'est vrai que si on veut vraiment être bien, si on veut vraiment faire ce qu'on a envie, si on veut par exemple aller à la piscine, rien qu'une entrée de piscine, moi j'aime beaucoup ces centres-là, tout de suite l'entrée c'est terrible, on y va une fois par an, mais on n'y va pas plus que ça, parce que pourtant ça détend et ça fait énormément de bien.
Et si on veut s'abonner, tout de suite, c'est 500 € par an. Donc, si on fait 500 € par an de ça, si après on veut louer des films ailleurs, si on veut aller au cinéma, ou aller au théâtre, ou aller au musée, enfin, je veux dire, on n'en finit plus, quoi. Donc, ça dépend comment. Puis il y a des frais pour tout, quoi, plus quotidien, quoi, à côté. Donc, c'est clair que. Donc là, vous vous auto-limitez, on va dire, par obligation. Oui. Si vous gagnez 4 000 € par mois, est-ce que vous chercheriez à vous auto-limiter quand même ? Je ferai toujours attention, parce que bon, c'est vrai qu'on a toujours peur de ce qui peut arriver, donc on prévient toujours. Mais bon, c'est clair que je gagnerai 4 000 €, je ne dépenserai pas 4 000 €. J'en mettrai de côté aussi, pour pouvoir penser à la suite, à l'avenir. Il faut toujours prévoir, je pense qu'il faut toujours prévenir et il faut toujours mettre de côté. Parce que j'ai eu des exemples dans ma famille de personnes qui ont malheureusement pas su gérer l'argent, et ça, j'en ai souffert. Donc j'imagine que si j'ai un enfant un jour et tout ça, il sera bien content de pouvoir profiter de mes petites économies. Et pour finir, dans quelle activité est-ce que vous vous sentez le plus cohérent, vous éprouvez le plus de plaisir, vous vous sentez le plaisir, c'est l'écriture. L'écriture de romans, de fiction. Mais là où je suis le plus cohérent, je dois le dire, parce que je ne suis pas un très grand écrivain, je suis un écrivain moyen. Là où je suis le plus cohérent, c'est dans l'analyse économique, c'est sûr, puisque j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été un analyste, et j'ai toujours aimé le raisonnement économique. Oui, c'est ça. Mais bon, le plaisir, c'est dans l'écriture, ça c'est clair. L'écriture et la lecture. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup. Il y a des moments où je ne lis pas du tout, parce que je suis un peu fatigué, ou j'ai pas des livres qui me motivent. Mais là, c'est là où est le plaisir. Et la cohérence, alors c'est plutôt dans l'analyse économique, c'est sûr. Et au niveau du plaisir, qu'est-ce qui se passe dans son corps à ces moments-là ? Pourquoi est-ce qu'on éprouve du plaisir quand vous écrivez ? Vous éprouvez du plaisir ? Comment est-ce qu'on se sent ? Je sais pas, c'est un bonheur des mots, c'est comme de la confiture. Quand vous savourez les mots, c'est tellement délicieux, vous cherchez les mots. L'écrivain, c'est celui qui cherche les mots. Je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Cocteau ou un truc comme ça. Il y a un plaisir du butinage, on se sent une abeille en train de... Bon, je sais qu'il y en a qui souffrent, en écrivant, mais moi c'est pas mon cas. Moi c'est plutôt... j'ai mes 2 ou 3 dictionnaires autour de moi, je suis dans les mots, quoi, dans le trésor de la langue, comme disait Barthes. On grignote, on picore, c'est absolument délicieux. Puis après on se dit que ce qu'on a fait c'est nul, c'est pas bien. Alors on tombe sur un grand auteur, on se dit lui il sait écrire, c'est formidable. Et ça c'est assez rageant, quoi. On peut avoir du style et pas savoir écrire, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on peut savoir manier les mots, être un virtuose, comme quelqu'un qui joue du piano merveilleusement mais qui ne sait pas interpréter, quoi. Et l'écrivain, bon il y a quelques gens, c'est rare, c'est rarissime, ils ont un talent inouï pour agencer les mots, quoi. Néophélis Nebulosa. Jean-Christophe Victor, Isabelle Caro et Bernard Maris ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.